Vous écoutez Pensée en couleurs, le podcast qui propose de remettre de l'esprit critique au quotidien pour sortir du mode noir ou blanc et explorer une palette colorée de nuances, pour reprendre le contrôle de vos pensées et actions et pour recréer des liens et du dialogue. Je suis Maya Ayal et je vous offre ici des outils. À vous de voir ceux qui vous parlent et de vous les approprier. Bienvenue dans Face à vos pensées, des épisodes où des invités viennent mettre en pratique des exercices d'esprit critique ludiques que vous pouvez reproduire vous aussi. Ces épisodes sont tournés pour la plupart dans des lieux de la vie quotidienne, dans un parc ou encore dans un café, parce que ces exercices sont une habitude à prendre au quotidien. Il s'agit de personnes avec des profils variés qui ont tout eu en commun d'avoir croisé mon chemin et accepté de jouer le jeu, de s'observer en train de penser et donc de prendre du recul par rapport à leurs croyances et opinions. Si vous souhaitez vous aussi participer à l'un de ces épisodes, faites-moi signe. Bonne écoute! Bonjour Annie. Bonjour Maya. Merci beaucoup d'être là avec moi. Avec plaisir. Trop bien. Donc aujourd'hui, on va faire deux exercices différents avec toi. Ok. Donc le premier, ça va être sur la flexibilité cognitive. D'accord. Est-ce que ça te dit quelque chose déjà, ce terme-là? Oui, c'est peut-être des façons de réfléchir différentes. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça. J'ai hâte de découvrir l'exercice en tout cas. Et est-ce que tu fais un peu le lien sur pourquoi ça peut être utile pour faire preuve d'esprit critique? Parce que je pense que quand on est à l'école, on est un peu formaté pour réfléchir d'une certaine manière. Et puis, en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de réfléchir. Il n'y a pas qu'une seule solution au problème. Donc, c'est bien de pouvoir essayer plusieurs choses. Et donc, je pense que ça peut avoir un lien avec l'esprit critique. Mais tout à fait, super bien résumé. C'est ça l'idée, c'est que en gros, quand tu fais preuve d'esprit critique, une des dispositions importantes, c'est d'être à l'écoute d'autres points de vue pour enrichir le tien. Justement, c'est le contraire d'être rigide, d'avoir une opinion super forgée qui bougera pas, parce que l'idée c'est de l'enrichir à chaque fois, de l'améliorer en fonction aussi des nouvelles situations, des nouvelles données. Donc plus on est à l'écoute d'autres manières de voir les choses, plus notre point de vue peut être complet aussi. Donc voilà, là on va s'entraîner un peu à ça. Super. Donc je vais te demander dans un premier temps de faire n'importe quel dessin. D'accord. Tu vas faire n'importe quelle forme, faut pas que ça représente forcément quelque chose. Trop mignon. Annie est en train de me faire un cœur. Ok, trop bien. Tu peux t'arrêter là. Pour vous qui nous écoutez, je précise que vous avez en visuel de l'épisode le dessin qui a été fait pendant cette séquence. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps et comprendre de quoi on parle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, pour toi, c'est quoi ce dessin-là? Qu'est-ce que tu vois ici? De l'amour, je sais pas. De l'amour, ok. On va essayer juste de donner des interprétations différentes, en fait, à ce dessin. Ok. Donc moi, par exemple, là, je vois un cœur et je vois des flammes. Ouais, j'allais le dire aussi, mais ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses? Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre dans ce dessin? Si on le regarde peut-être d'autres manières, si on tourne un peu la feuille, voilà. On peut voir différemment, je sais pas, une feuille, une fleur, peut-être une partie d'une fleur. Ouais, ok. Moi, je vois vois une robe, peut-être, je sais pas, si on tourne à l'envers. Effectivement, une robe avec des petits plis. Moi, je vois une corde à sauter aussi. Des fesses, effectivement. Le cœur à l'envers, ça donne des fesses. Des fesses, une poitrine, je sais pas. Oui, c'est vrai. Vas-y, tu peux continuer à tourner, tu fais ce que tu veux pour essayer de le voir de manière différente et peut-être qu'on découvre de nouvelles interprétations. C'est le pic des cartes là. Ouais. Comment on appelle ça déjà? Pic. Ouais, c'est ça, le pic. Tout à fait. Je sais pas, une montagne. Ok. Ouais, montagne, colline. Est-ce que ça peut être des chemins? Ouais. Je vois, peut-être quelque chose qui pousse, là, tu vois, une tige. Ouais. Ok. Et je vais te faire moi aussi un petit dessin. Des lettres aussi, on voit des lettres. Ok. Quelles lettres tu vois? M, V. Ok. Intéressant. Je t'en fais un petit aussi, complètement aléatoire. Hop, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu vois?
M. Ok. Je check que t'es resté sur les lettres. Ouais. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Moi, je vois un nuage, par exemple. Ouais. Un genre de bateau, peut-être? Ok. Quoi d'autre? Un poisson. Tu as la queue. Oui. Une cuisse de poulet. Une cuisse de poulet. Annie a faim. Pour celles et ceux qui nous écoutent, il y aura les dessins. Vous pourrez voir de quoi on parle. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec une cuisse de poulet. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun peut voir des choses différentes. Je sais pas, une pâte de canard ou je ne sais ça pas. va avec la cuisse, oui, quoi. Oui. C'est avant qu'il meure, du coup, l'animal, c'est ça. C'est vrai. Voilà, quoi d'autre? Ouais, ça peut être même un petit fantôme, là. Ouais, un crâne, regarde. Ça, c'est la mâchoire, le crâne. Ok. Ouais, c'est pas mal déjà, on a donné pas mal d'interprétations. On est quand même assez tu vois, donc imaginatif. Là, c'est un peu ce qu'on a fait, donc là, sous forme de petit exercice créatif, c'est de prendre un même objet et de le tourner dans plein de sens différents, donc de le voir de différentes manières. Ouais. Et du coup, maintenant, on va... Mais c'est très ludique. Je trouve que ça te permet vraiment de si tu transposes ça en fait aux idées, c'est vraiment de manière ludique. En fait, tu comprends qu'une idée c'est pareil qu'un dessin en fait, et que tu peux le tourner dans plein de sens. C'est ça. Et il faut pas se contenter d'une première impression, quoi. Ouais, parce que parfois on voit pas tout l'objet aussi ou toute l'idée. C'est ça. Oui, non, c'est vrai. Donc c'est là, très ludique. Trop bien. On va essayer de transposer ça justement au monde des idées. Allez. Donc je vais te donner un sujet un peu random de société. Ok. Je fais exprès de pas te demander, justement, mais je connais pas tes idées en plus. Vas-y. Et du coup, l'idée, ça va être que, en fait, tu vas défendre les deux points de vue, pour et contre. Ah, d'accord. Je vais être avocate des deux. Des deux. Ok. C'est dur, ça. Et après, en fonction de mes envies, je te demanderai d'en défendre un ou les deux. On verra. On va improviser. Allez. Du coup, ce que je vais te demander de défendre, c'est les écrans à l'école. Pour et contre. D'accord. Et je te laisse, on va dire, 5 minutes. Ok. Voilà. Et si tu as envie de verbaliser ce que tu penses, tu le fais. Sinon, tu prends ton temps et on continue après. Ok. On peut se donner comme objectif d'avoir au moins 3 arguments. Ok, ça va. Ok, allez. Annie est très inspirée. Parce que tu as aussi une fille de 6 ans, donc j'imagine que c'est un sujet qui te touche. Oui. Bon, je suis pas obligée de tout marquer, ça viendra à allez. Écoute, est-ce que tu peux me défendre la position pour? Ok. Alors, je pense que encore aujourd'hui, il doit y avoir forcément des enfants qui n'ont pas forcément accès à la technologie chez eux. Et je me dis que le fait de les avoir à l'école, ça peut les aider un petit peu à apprivoiser justement les nouvelles technologies qui font quand même partie intégrante du monde d'aujourd'hui. Donc contre la fracture numérique. Donc voilà, je me dis ça peut être une bonne chose. Moi, quand j'étais jeune, ça a été le cas pour moi, par exemple. Tu vois, je n'avais pas d'ordinateur chez moi, et en fait à l'école, le fait d'en faire un petit peu, même si à l'époque on n'avait pas forcément les tablettes et tout, on en faisait un peu à l'école sur des ordi fixes, mais c'était déjà sympa parce que ça me permettait de savoir ce que c'est un ordinateur, de savoir comment aller comment l'utiliser, créer un PowerPoint ou autre. Enfin voilà, donc ça fait partie des arguments pour. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai dit alors ça permet de développer leur curiosité. Enfin, tu sais, le fait de pouvoir faire des recherches assez creusées. Après, bon, faut aller sur les bonnes sources. Mais faut être je pense que ça peut les aider à assouvir un petit peu leur curiosité, justement, parce qu'à cet âge-là, quand ils sont jeunes en tout cas, ils ont très envie de découvrir des choses. Ça leur permet de par eux-mêmes faire des recherches. Parce que c'est plus facile que dans des livres. Voilà, c'est quand même plus simple. Surtout maintenant, il y a tout ce qui est possibilité de faire
des recherches vocales. Donc ils ont même pas besoin de savoir écrire. Ouais. Donc ils peuvent déjà faire ça. Ensuite, je sais pas, dans l'ordinateur, il y a des dossiers un peu partout. Ils vont fouiner, ils vont cliquer dessus, enfin voilà, ça permet un petit peu de travailler leur curiosité, je trouve. Ouais. Ok. Et si les programmes sont adaptés, parce que ça, j'y tiens à ça. Enfin, il faut que vraiment les programmes soient adaptés en fonction de l'âge et des besoins des enfants, parce que selon l'âge, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes centres d'intérêt. Enfin voilà, donc il faut que ce soit adapté, et ça permet aussi, je trouve, de développer leur temps de réaction, leurs réflexes, les choses comme ça, parce qu'il y a des jeux super ludiques qui sont très bien faits, qui peuvent faire travailler sur certains aspects cognitifs justement de l'enfant, et ça peut être sympa même pour l'apprentissage, tout simplement, des couleurs, des niveau pédagogique. Voilà, niveau pédagogique, ça peut être un très bon outil si les programmes sont adaptés. Ok. Donc, voilà les arguments. Super clair. Et du coup, j'ai envie d'écouter. Alors maintenant, défends-moi contre les écrans à l'école. Il est prouvé quand même que le temps d'écran peut être nocif. Voilà, ça génère de l'excitation, des problèmes de gestion, de la frustration, des choses comme ça. Donc, selon les enfants, ils ont pas les mêmes capacités d'absorption de toutes ces informations qui sont quand même en nombre quand on regarde des écrans. Voilà, c'est très stimulant. Donc, je pense que ça peut être nocif pour certains types d'enfants, en tout cas, pas pour tous, mais voilà. Ça, je trouve que les écrans, ça empêche les découvertes sensorielles. C'est le toucher, le visuel des objets en réel, en 3D, chose que nous on faisait dans la nature. Enfin voilà, je trouve que c'est dommage, parce que par certains aspects, ça empêche l'enfant d'aller toucher par lui-même. Il va voir l'image, certes, ça va être très joli, ça va être très coloré, mais en fait, il aura jamais cette sensation qu'il a quand il touche, quand il découvre. C'est moins complet comme expérience. Voilà. Ok. Donc et puis il y a les problèmes d'addiction, les facilités de passer d'une tâche à l'autre, et il y a des enfants qui sont pas forcément capables de gérer cet aspect dans la vie réelle. En fait, tout devient compliqué, parce que sur les écrans, c'est tellement facile de passer d'une tâche à l'autre, de passer d'une image à l'autre, que quand c'est lent dans la vraie vie, quand c'est la vitesse réelle, en fait, ça devient très compliqué pour eux. Et il y a des enfants, selon l'âge, ils sont pas capables de faire la différence, justement, de là, je suis dans la réalité, là, je suis dans un jeu. Donc, c'est normal que, ça crée vraiment des problèmes d'attention, de frustration, liés au fait que ça va pas aussi vite que sur les écrans, quoi. Donc la réalité devient plus dure à vivre, je pense, pour certains enfants. Donc voilà, mes pour, mes contre. Trop bien. Et est-ce que si je te demande d'essayer de faire du coup le lien entre tout ça, une petite conclusion qui reprend, je vais essayer, qui résume un peu du coup ta pensée sur le sujet. Moi je trouve que les écrans, ça peut être un très très bon outil si le contenu, les applications proposées est adapté aux besoins et à l'âge des enfants. Ça peut vraiment être un très bon outil pédagogique. Ça peut permettre d'apprendre des langues, d'apprendre les couleurs, les lettres, tout ce qu'on veut. Après, il faut que ce soit accompagné. Enfin, pour moi, doit être accompagné d'autres activités à côté. Il faut que ce soit accompagné par un adulte qui a quand même un œil vigilant sur ce que fait l'enfant. Et il faut que ce soit complété d'autres activités réelles, sensorielles, pour que l'enfant il ait vraiment une vision de ça c'est les écrans, c'est chouette, c'est beau, ça me permet de faire pas mal de choses, mais à côté de ça il y a aussi la réalité et c'est tout aussi chouette et ça me permet de faire des choses complémentaires. Donc voilà, tout est une question de dosage et d'accompagnement pour moi. Trop bien. J'adore. Avis très nuancé, du coup, bien argumenté. Si tu veux, je te partage parce que j'ai fait l'exercice en parallèle. Oui, avec plaisir. Alors moi, du coup, dans les plus, j'avais mis donc effectivement des manières innovantes d'enseigner. Comme tu disais, certains outils peuvent être intéressants au niveau pédagogique. Il y a aussi le fait que l'IA, elle peut être plus objective, moins biaisée et elle se fatigue pas. Contrairement aux humains, donc elle peut être plus présente dans ce sens-là. Et après il peut y avoir du coup un bot
tu vois, qui les suit même hors des heures d'école. Du coup, s'ils ont des questions, etc. Donc, pour moi, ça, c'est le gros aspect positif. Et dans les moins, donc, effectivement, les problèmes d'addiction, de santé, le fait que ça peut être difficile à contrôler, justement, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir sur leurs écrans. Voilà, ça, faut mettre en place des contrôles. Et le risque aussi de perdre peut-être le lien humain s'il y a trop d'outils numériques. Donc, comme tu disais, je suis assez d'accord sur la question de dosage. Et du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que ce petit exercice de faire les plus et les moins, comment c'était pour toi déjà? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? En tant que maman, je pense que j'essaye d'être la plus objective possible dans toutes mes décisions et dans tous mes choix. Et du coup, c'est quelque chose que je fais un peu plus ou moins naturellement, de manière générale. Mais le fait de le poser comme ça, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de vraiment de lister les choses et de me dire bon voilà les pour, les contre. Mais c'est quelque chose, je le fais, je pense, naturellement. Ok. Ouais, t'as l'habitude d'être nuancée de balancer, sur les sujets. voilà, de mettre les choses sur une balance et de me dire, voilà, les pour, les contre, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce que moi, je pars du principe que tout n'est pas noir ou blanc. En fait, au milieu, il y a toute une palette de couleurs et c'est dommage de rester sur un avis bien fixe et de ne pas s'intéresser un petit peu à d'autres. On peut ne pas être d'accord, mais on peut quand même essayer de comprendre pourquoi voilà les autres ils ont pas les mêmes points de vue que nous. Donc et du coup, bon, là, on a fait l'exercice avec juste ce que t'avais toi en tête. T'as pas fait faire des recherches, non, etc. non, c'est ça. Est-ce que ça, toi, t'as l'habitude d'aller voir justement ce que d'autres disent sur un sujet si t'intéresse particulièrement? Oui, je pense que dans la société dans laquelle on vit, n'importe qui le fait de manière inconsciente. Par exemple, quand on veut acheter un téléphone, les gens ils vont aller regarder à droite, à gauche sur des sites, sur des choses comme ça. Mais je pense que c'est inconscient. Souvent, c'est inconscient. C'est bien sûr qu'on vérifie. Enfin moi, en tout cas, c'est vrai que de nos jours, Internet, il y a à boire et à manger. Ah oui, c'est clair. Donc clairement, je me méfie quand même. Donc les sources, c'est très important pour moi. Je vérifie les sources. Donc non, je crois pas les choses juste parce que c'est écrit sur voilà, je regarde qui l'a écrit, quel lien ils peuvent avoir parfois avec par exemple quand c'est un produit que je veux acheter, je vais aller chercher un peu pour voir si la personne qui a écrit l'article n'a pas un lien avec la société qui vend le produit, enfin voilà. Donc après c'est sûr que ça prend du temps, mais c'est une manière de me protéger, je pense aussi, tu vois, de t'as déjà des bons réflexes quand même, où tu te poses des questions, quoi. Peut-être plus depuis que je suis maman, peut-être, voilà. Je sais pas pourquoi, mais parce que t'as une responsabilité. Voilà, peut-être. C'est possible. Trop bien. Tu me fais le lien avec notre deuxième exercice. J'espère que celui-là t'a plu. C'est très ludique, je trouve. Trop cool. Et le deuxième, du coup, c'est justement de voir les questions à se poser quand on est face à des contenus en ligne. Donc tu m'as l'air déjà d'avoir des bons réflexes et on va essayer je vais te donner une petite méthode très simple. Donc ce qu'on va faire, si tu veux bien, c'est que tu vas rentrer dans n'importe quel réseau social. OK. Est-ce que celui de ton choix. OK. Et tu vas prendre le premier contenu qui apparaît. Donc surprise, on va voir ce que c'est. Alors LinkedIn. Ok, c'est quoi ton tout premier? C'est Anna Trifis. Ok, donc c'est une personne que nous connaissons. Voilà. Ok, bon, ça va être facile de répondre aux questions pour le coup. Alors les questions auxquelles tu vas répondre, c'est des questions toutes simples. En fait, c'est toutes les questions basiques. Donc tu vas me répondre à quoi, qui, où, comment et pourquoi. Ok. Si tu veux te les écrire, je te donne. Là, j'ai pas retenu. T'as de la place sur ton brouillon encore? Ouais, vas-y, t'inquiète. Okay. Dis-moi. Donc quoi? Ok. Qui? Qui? Où? Comment et pourquoi? Donc je vais te les expliquer un petit peu. Pourquoi? Ok. Donc qui? Donc quoi d'abord? Quoi? Donc de quel type de contenu s'agit-il? D'accord. Tu vois, est-ce que c'est un article informatif? Est-ce que c'est une tribune ou quelqu'un qui donne une opinion? Un texte à visée politique? Une photo supposée réelle? Une caricature, etc. Est-ce qu'on a la date du contenu? Voilà, est-ce que en fait qu'est-ce que tu vois? Tu vois, c'est quoi ce contenu-là?
Ensuite, le qui, donc évidemment, qui est la personne qui publie ce contenu? Est-ce que c'est son vrai nom ou un pseudonyme? Est-ce que c'est un compte officiel? Est-ce qu'elle est légitime pour parler du sujet duquel elle parle? Est-ce qu'elle est experte? Enfin, voilà, qui elle est par rapport au sujet qu'elle traite. Ensuite, le où, où est-ce que l'information est publiée? Est-ce que c'est la source première ou est-ce qu'on partage un contenu qui est publié ailleurs? D'accord. Voilà. Ensuite, le comment. Ça va être un peu de regarder les mots qui sont utilisés. Est-ce qu'il y a des connotations particulières? Voilà. Est-ce que si c'est le cas, est-ce que voilà sur d'autres sources on peut avoir des mots différents? Enfin, tu vois, c'est la manière dont la personne s'exprime. Et le pourquoi, c'est essayer de deviner un peu justement, comme tu disais, l'intention derrière la publication. D'accord. Est-ce que c'est juste d'informer? Est-ce que c'est convaincre d'une opinion, vendre quelque chose, etc. Donc voilà, bon là ça va être assez facile. Oui, vas-y, bien sûr. Fais-nous une petite expérience immersive. Et voilà, on va essayer de... Cet événement porté par Les Déterminés. Il se parle d'ancrage. Par Moussa Camara, qui depuis 10 ans révèle la puissance de la street. Et aujourd'hui, ce que je retiens, ce n'est pas la scène. C'est eux, avec ces héros du quotidien. J'ai compris une chose. Les plus grandes réussites ne font pas de bruit. Elles s'installent, elles avancent, elles s'ancrent. Je te raconte ma traversée d'ancrage? Ça revient au début. Ok, donc vas-y, je te laisse répondre, du coup, ça va être simple. Là. Simple. Je trouve pas ça si simple quand même. Hein. Ok, bon. Alors, quoi? Donc, c'est... Donc l'idée en fait c'est pas de faire une recherche approfondie, oui, c'est vraiment de bien répondre sûr. rapidement. Tu veux que je le fasse en live? Je le fais en live peut-être, c'est mieux. Alors quoi? C'est une vidéo, un montage en fait, réalisé par Anna du coup. Ok. Trifis. Je précise ici parce que j'ai pu vérifier l'information. En réalité, c'est Dounia Adbi qui a pris les images et monté la vidéo. Donc ça me permet d'illustrer parfaitement la difficulté parfois à trouver une bonne information rapidement en ligne. Et donc bien faire attention quand on interprète, garder en tête qu'on n'a pas forcément la bonne information. Qui a participé à un événement qui s'appelle Ancrage. Ouais. Et qui partage en fait son vécu, son expérience liée à cet événement. Ouais. Ça a l'air très émotionnel, on va dire, pour elle. Enfin, il y a un sens profond. Ouais. C'est au-delà du simple événement pour elle, j'ai l'impression. Ouais, c'est très personnel. Voilà, c'est assez personnel. Et donc, elle essaye, je pense, de partager ça avec le plus grand nombre pour peut-être que d'autres personnes puissent profiter de cet événement, de ce type d'événement, en tout cas. Là, tu réponds pourquoi, intention. Voilà. Ouais. Alors, donc qui est la personne qui publie? La personne, c'est Anna Trifis. Ouais. Et c'est une fille qui c'est une fille qui a fait je sais qu'elle a fait HEC stand-up avant nous, puisqu'on l'a vue pendant les webinaires. Moi personnellement, je ne la connaissais pas, mais je sais que certaines filles la connaissaient d'avant et elle est coach, il me semble. Voilà, je vais pas aller vérifier exactement, mais il me semble qu'elle est coach. Voilà, en tout cas, comme tu disais, elle partage une expérience personnelle. Voilà, là pour le coup, c'est une expérience personnelle. Comment? Alors c'est un montage vidéo sur un réseau social qui est LinkedIn. Ouais. Donc ça a quand même un côté professionnel. Ouais. Voilà, ça a un aspect professionnel, c'est pas juste quelque chose de personnel quoi. Et puis t'as répondu un peu à toutes les questions hein. Le où, t'as dit on est sur LinkedIn, du coup c'est la source première puisque c'est elle qui a monté sa vidéo. C'est ça. Donc là je pense qu'on a toutes les infos. Donc c'est pour ça que je te disais, dans ce cas-là, c'était facile. Ouais. On avait tout ce dont on avait besoin. Merci Anna. Merci je suis tombée sur ta vidéo. Et du coup, c'est comment pour toi de répondre à ces questions? Est-ce que tu penses que tu le fais
un peu naturellement ou est-ce que c'est quelque chose qui Oui, je pense que, chez moi, c'est quand même assez naturel parce que je suis pas trop réseau déjà. Et du coup, je pense que j'ai tendance à me méfier justement des réseaux. Tu as raison. Donc voilà, d'ailleurs, je publie très peu de choses. Je suis assez discrète en fait sur ça parce que je sais pas, je dois avoir une certaine crainte vis-à-vis de la façon dont les informations vont circuler. Ouais. Et puis aussi le fait de protéger ma vie privée. Enfin, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ouais. Et du coup, j'ai tendance à ne pas m'étaler voilà sur les réseaux. Après, j'ai rien contre les personnes qui le font et je trouve ça assez courageux de leur part. Mais moi, c'est vrai que j'ai une certaine crainte de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, l'information peut être utilisée de tellement de manières voilà détournées que voilà, je me méfie un petit peu. Je ne peux que t'encourager à le faire. Trop bien. Et merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. J'ai trouvé ça super ludique. Trop bien. Parce que même si il y a des choses que je fais naturellement, je trouve quand même cette façon de poser les choses, de réfléchir à la façon dont on réfléchit. C'est de la métacognition. Voilà, je n'avais pas le mot, merci. Donc c'est assez c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, tu vois, de réfléchir à la façon dont je réfléchis. Ouais. Je n'avais pas forcément fait ce travail-là avant. Trop bien. Donc non, c'est ludique. Ça permet vraiment je trouve, de comprendre que il y a des informations à aller chercher avant d'interpréter quelque chose qu'on voit et que on peut avoir plusieurs points de vue sur les choses de manière en général et qu'il faut pas se contenter d'une première vision et voilà, et qu'on tirer des conclusions hâtives. Voilà, il faut savoir prendre du recul et analyser les choses avant de se décider. Trop bien, j'adore. Super conclusion. Merci. C'est parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement ludique que tu vois, ça naturellement, ça t'amène à poser les bons mots sur ce qu'on a fait. Donc trop bien. Voilà. Merci beaucoup. T'étais merci la première à tester ces petits exercices. Donc vraiment merci. Trop bien, merci. J'ai ce privilège. Et tu auras en cadeau, du coup, je vais t'envoyer des petits documents qui récapitulent un peu les questions à se poser justement donc sur la flexibilité cognitive. Qu'est-ce que c'est et comment l'entraîner? Et les questions là qu'on vient de voir à se poser sur les contenus en ligne. Donc voilà, c'est un nouveau format qu'on teste. Il y aura plusieurs personnes qui vont venir faire ces petits exercices. Donc je suis très intéressée d'avoir vos avis aussi si vous nous écoutez, voir si ça vous aide aussi vous dans votre quotidien à vous poser des questions. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que ce soit des exercices réplicables et vous aurez aussi ces PDF que je vais donner à Annie dans les ressources du podcast. Donc voilà, trop hâte d'avoir vos avis. Merci beaucoup. Merci Maya. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Je suis très intéressée d'avoir vos avis en commentaire et s'il vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour que d'autres puissent la trouver facilement et en profiter également. Vous contribuez de cette manière, vous aussi, à l'activation de nos esprits critiques. Alors merci pour votre aide. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, les fiches récap en description de cet épisode. À bientôt! Critique et persiste, mais